Pourquoi a-t-on l'impression que tous les pays arabes détestent l'Iran? Il est facile de dire que c'est la religion, l'histoire ou d'anciennes rivalités. Mais ce n'est pas cela qui empêche les capitales du Golfe de dormir la nuit. Le Golfe Persique est une dichotomie. Les gratte-ciel étincelants de Dubaï, Riyad et Doha, tous soutenus par des milliers de milliards issus du pétrole et des alliances avec les États-Unis. En face d'eux se trouve une Téhéran résiliente, un État sous sanction qui a appris à survivre sans rien de tout cela. Ce n'est pas une haine ancestrale, mais une lutte de pouvoir moderne, où des drones bon marché surpassent des défenses valant des milliards. Les idées menacent les royaumes, et un étroit bras de mer pourrait étouffer l'économie mondiale. La crainte dans les capitales arabes n'est pas que l'Iran envahisse avec des chars, mais que l'Iran ait compris comment gagner sans eux. Rien n'illustre cela mieux que les événements du 14 septembre 2019. C'est à ce moment-là que la menace théorique est devenue une réalité concrète. À 4 heures du matin, l'installation de traitement du pétrole d'Abqaiq, dans l'est de l'Arabie Saoudite, était le site industriel le plus précieux au monde, traitant près de 70% de la production pétrolière du royaume. Elle était protégée par le système de défense aérienne Skyguard, des missiles solaires Shahin et des batteries Patriot, tous conçus pour abattre des avions à haute altitude et des missiles balistiques. Quelques minutes plus tard, l'installation a été attaquée par une nuée de drones à basse altitude et de missiles de croisière. En moins de 20 minutes, la moitié de la production pétrolière de l'Arabie Saoudite a été mise hors service. 5% de l'approvisionnement mondial en pétrole a disparu dans un panache de fumée noire. L'attaque a été revendiquée par des rebelles au Yémen, mais les évaluations des renseignements de Washington et de Riyad ont directement désigné l'Iran. Ce fut un moment difficile de prise de conscience. L'Arabie Saoudite avait dépensé des centaines de milliards pour sa défense, et cela n'a rien changé. Il ne s'agissait pas de pétrole, mais de vulnérabilité. Les États arabes sont construits sur un modèle fragile. Leur pouvoir vient de la stabilité, des exportations de pétrole ininterrompues, des marchés calmes, des investissements étrangers et des voies maritimes sécurisées. Leurs villes sont exposées sur les côtes. Leur eau provient d'usines de dessalement. Leur richesse transite par des points d'étranglement. L'Iran est construit différemment. Des décennies de sanctions et d'isolement l'ont forcé à devenir autonome. Il ne dépend pas des investissements étrangers, ni du tourisme. Il compte plutôt sur des missiles, des drones et des milices. Les racines de ce conflit viennent de l'identité, non de la technologie. Et si vous aimez ces analyses de cartes, abonnez-vous et aidez-moi à justifier des heures passées, à regarder le même désert encore et encore. Beaucoup d'Iraniens s'identifient comme persans, pas comme arabes, et cette différence est importante. L'Iran ne veut pas seulement de l'influence, il croit être le cœur de la région. Juste pour clarifier les choses. Les Iraniens ne parlent pas arabe, ils parlent le persan, une langue indo-européenne plus proche de l'anglais que des dialectes de Riyad ou du Caire. Mais la division va plus loin que la langue. Depuis 1500, l'Iran est le centre de l'islam chiite, la minorité dans le monde musulman. Sur une carte, on peut littéralement tracer où se trouvent les populations chiites, et cela a de l'importance. Environ 85 à 90% des musulmans sont sunnites. Les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, ce sont des États sunnites. Pourtant, il existe encore d'importantes populations chiites dans la province orientale, riche en pétrole de l'Arabie Saoudite, et à Bahreïn, où une majorité chiite est gouvernée par un roi sunnite. Pour les dirigeants arabes, ce n'était pas une question théologique, mais une fracture. Cette division est restée gérable pendant des siècles. Même le Shah d'Iran, un chiite, était un monarque laïque. Il buvait avec les dirigeants occidentaux, faisait des affaires avec les rois saoudiens, et voulait la stabilité, des prix du pétrole élevés et la répression du communisme. Les monarques arabes ne l'aimaient pas, mais ils le comprenaient. Puis vint 1979. La révolution islamique n'a pas seulement changé le gouvernement iranien, elle a changé la nature même de l'État. L'ayatollah Khomeini a rejeté la monarchie elle-même comme étant non islamique. Il a regardé de l'autre côté du Golfe vers les rois et les émirs et leur a dit que leur temps était révolu. Sa révolution n'était pas seulement destinée à l'Iran, elle était pour le monde entier. Pour l'Arabie Saoudite, c'était une déclaration de guerre. L'État saoudien tire sa légitimité de la protection de la Mecque et de Médine et considère le schisme comme une hérésie. Soudain, une théocratie révolutionnaire voisine prétendait diriger le monde islamique. La crainte était que l'Iran envahisse avec des idées, pas avec des chars. Khomeini soutenait que la légitimité venait des religieux, pas des rois. Les dirigeants iraniens s'adressaient directement aux communautés chiites à travers le monde arabe, contournant leur gouvernement,
Ils encouragèrent la protestation et la résistance. Des troubles ont éclaté dans la province orientale de l'Arabie Saoudite en 1979. Bahreïn a connu des vagues répétées de protestations chiites dans les décennies qui ont suivi, attribuées à l'agitation iranienne. Que l'Iran ait orchestré chaque incident, ou non, n'avait pas d'importance pour les dirigeants arabes. Le message était clair, l'Iran avait transformé l'identité en arme. Cela a transformé l'Iran d'un État rival en une menace existentielle. Au moment où l'Iran est devenu chaotique et révolutionnaire, ses voisins y ont vu une opportunité. Cette opportunité s'est présentée en Irak. En septembre 1980, Saddam Hussein a envahi l'Iran. Officiellement, il s'agissait d'un différend frontalier. En réalité, Saddam craignait que la révolution iranienne n'inspire la majorité chiite d'Irak à se retourner contre lui, tout comme pour les monarchies arabes du Golfe. Saddam était brutal, mais il était utile. Ils ont fait un calcul froid. L'Iran était révolutionnaire, Saddam était une figure connue, alors ils ont choisi Saddam. Le Koweït, l'Arabie Saoudite et d'autres États du Golfe ont versé des milliards de dollars, finançant la machine de guerre de Saddam en Irak. Cela a permis à l'économie irakienne de rester à flot pendant que les chars traversèrent la frontière. La guerre a duré 8 ans, faisant près d'1 million de morts. Et l'Iran n'a jamais oublié la leçon. Quand l'Iran saigne, le Golfe signe le chèque. Cette conviction est devenue ancrée dans la culture stratégique de l'Iran. L'Iran est sorti de la guerre épuisé, paranoïaque et définitivement méfiant envers ses voisins. Mais il a aussi développé une conviction fondamentale qui façonne encore tout ce qu'il fait aujourd'hui. L'Iran ne se laisserait plus jamais piéger et attaquer de cette manière. Mais il ne répondrait pas en construisant une armée traditionnelle. Il répondrait en changeant complètement le champ de bataille. Au lieu de projeter sa puissance avec des armées, il projetterait son influence à travers des réseaux. Au lieu de défendre ses frontières, il combattrait loin de chez lui. L'Iran a investi dans la guerre asymétrique, il a formé des milices, il a financé des mouvements politiques, il s'est implanté au sein d'États fragiles. L'objectif était simple, rendre impossible toute confrontation directe avec l'Iran sans déclencher le chaos et des effusions de sang partout ailleurs. Le premier, et l'exemple le plus réussi de cette stratégie est apparu au Liban pendant la guerre civile libanaise. Au début des années 80, l'Iran a envoyé des conseillers des gardiens de la révolution dans la vallée de la Bekaa. Ils ont aidé à organiser une nouvelle milice chiite. Cette milice, c'était le Hezbollah. Au début, elle était petite, mais cela n'a pas duré longtemps. L'Iran a fourni des financements, des armes, de l'entraînement et une orientation idéologique. Avec le temps, le Hezbollah est devenu plus puissant que le gouvernement libanais lui-même. Plus important encore, il possède plus de 150 000 missiles et roquettes. Avec sa propre structure de commandement, ses réseaux de communication et sa politique étrangère, le Liban ne peut pas entrer en guerre sans l'approbation du Hezbollah. Pour les États arabes sunnites, c'était le cauchemar devenu réalité. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak et renversé Saddam Hussein. Pour l'Iran, ce fut un séisme géopolitique. Son ennemi le plus dangereux avait disparu, éliminé par le plus grand adversaire de l'Iran, et l'Iran a agi rapidement. Ils ont inondé le pays d'agents de renseignement, de religieux et de financement pour les milices locales. Aujourd'hui, les forces de mobilisation populaire en Irak sont un ensemble de milices, dont beaucoup affichent ouvertement leur loyauté envers le guide suprême de l'Iran. L'Irak est devenu à la fois un tampon et une rampe de lancement pour l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Cela a tout changé. L'Iran n'était plus seulement de l'autre côté du Golfe, il était désormais à leurs frontières. Avec son influence assurée en Irak, l'Iran a poursuivi quelque chose d'inédit, un corridor continu d'influence s'étendant vers l'ouest. Il l'appelle le pont terrestre, une route qui part de l'Iran, traverse l'Irak, puis la Syrie et continue jusqu'au Liban. Grâce à ce corridor, l'Iran peut déplacer des armes, du personnel et des fournitures sans dépendre de l'espace aérien ou des voies maritimes, qui sont vulnérables à l'interception. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Iran avait un accès direct à la Méditerranée. Les États arabes étaient encerclés. L'Arabie Saoudite regardait vers le nord et voyait l'influence iranienne en Irak. La Jordanie regardait vers l'est et voyait des milices soutenues par l'Iran près de sa frontière. Israël regardait vers le nord et voyait le Hezbollah devenir plus fort. Au fil des années, l'Iran avait transformé la géographie en levier. Si le front nord était une menace lente, le front sud était une explosion. Le Yémen partage une longue frontière poreuse avec l'Arabie Saoudite. C'est un pays pauvre, accidenté et historiquement instable. En 2014, le mouvement Houthi
un groupe chiite zaïdite originaire des montagnes du Nord a pris le contrôle de la capitale, Sanaa. Le chiisme n'est pas le même que celui de l'Iran. L'alliance des Houthis avec Téhéran était stratégique, pas doctrinale. Ils avaient un ennemi commun, avec l'Iran, le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Des missiles balistiques, drones et mines anti-navires ont été introduits clandestinement au Yémen. Pris de panique, les Saoudiens ont lancé en 2015 une vaste campagne aérienne pour rétablir le gouvernement. Ils s'attendaient à une victoire rapide. 7 ans plus tard, les Saoudiens étaient toujours enlisés dans un bourbier. Les Houthis n'ont pas seulement survécu, ils ont riposté. Ils ont lancé des missiles balistiques au cœur du territoire saoudien, ciblant les aéroports de Riyad et les sites pétroliers de Djeddah. La guerre a révélé une dure réalité. Même les États du Golfe les plus riches ne pouvaient pas gagner de façon décisive. Au Yémen, un missile intercepteur Patriot coûte environ 3 à 4 millions de dollars par tir. Un drone Houthi, assemblé dans un garage avec des pièces iraniennes et un moteur de tondeuse à gazon, coûte entre 2000 et 22 000 dollars. L'équation économique de la guerre était insoutenable. On ne saurait surestimer l'impact psychologique sur les États du Golfe. Pendant des décennies, ils croyaient que leur immense richesse et leur alliance avec l'Occident les rendaient intouchables. Le Yémen a prouvé que l'Iran pouvait les saigner à blanc et terroriser leur ville. Tout cela sans jamais tirer un seul coup depuis le sol iranien. Cela crée un niveau de déni plausible qui empêche une guerre directe tout en obtenant tous les effets stratégiques d'une telle guerre. Si un missile touche une raffinerie saoudienne, l'Iran nie toute implication et affirme que c'est une action de résistance yéménite locale. Le monde sait que la technologie vient de Téhéran, mais sans preuve concrète, il est difficile de lancer une invasion à grande échelle de l'Iran en réponse. Ce n'est pas seulement une alliance militaire, c'est une arme démographique. Les États arabes regardent leur propre population et voient encore des fractures potentielles, une menace interne. Bahreïn, une île à majorité chiite dirigée par une monarchie sunnite, incarne cette peur. En 2011, des manifestations ont éclaté pour réclamer des réformes. Le Conseil de coopération du Golfe n'a pas vu un mouvement intérieur. Ils y ont vu un complot iranien. Les chars saoudiens ont traversé la chaussée du roi Fahd pour écraser le soulèvement. Que l'Iran ait réellement été impliqué importait moins que la crainte qu'il puisse l'être. Chaque manifestation dans la province orientale de l'Arabie Saoudite ou agitation au Koweït est perçue de la même manière. C'est l'encerclement dans toutes les directions. Il y a des agents iraniens. Cependant, le levier ultime n'est pas terrestre, il est maritime. Le détroit d'Ormuz est le point d'étranglement avec seulement 2000 de large. À son endroit le plus étroit, il transporte 20% du pétrole mondial et un tiers du GNL acheminé par voie maritime, soit environ 20 millions de barils par jour. La majeure partie de ce pétrole provient d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et d'Irak. C'est la poumon économique du monde arabe. Sans la capacité d'exporter par ce détroit, les économies du Conseil de coopération du Golfe s'effondreraient presque immédiatement. Tout leur modèle national repose sur la libre circulation des pétroliers hors du Golfe. L'Iran contrôle la côte nord du détroit. Elle surplombe les voies maritimes depuis de hautes montagnes escarpées, idéales pour dissimuler des batteries de défense côtière. Depuis des décennies, l'Iran s'appuie sur des essaims de vedettes rapides, de sous-marins de poche et de mines, un petit investissement capable de paralyser le commerce mondial. C'est l'option nucléaire de l'Iran, sans avoir besoin d'une arme nucléaire. Si les États arabes ou les États-Unis devaient attaquer directement l'Iran, Téhéran a menacé à plusieurs reprises de fermer le détroit d'Ormuz. Même la simple menace de le faire fait grimper en flèche les tarifs d'assurance pour le transport maritime. Cela cause des milliards de dollars de dommages économiques aux voisins. C'est une forme de guerre économique, qui vise le fondement même des monarchies arabes. Alors pourquoi cette géographie dicte-t-elle toute la stratégie arabe ? Les monarchies du Golfe ont passé les 30 dernières années à se transformer de royaumes désertiques tranquilles en centres mondiaux du tourisme, de la finance et du commerce. Des villes comme Dubaï, Doha et Riyad dépendent des investissements étrangers, de frontières ouvertes et de marchés stables. Vous ne pouvez pas organiser la Coupe du Monde ou construire la Burj Khalifa dans une zone de guerre. Mais ces nations ont une vulnérabilité critique qui est souvent négligée. L'eau, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dépendent quasi totalement du dessalement pour leur eau douce. Ce sont d'immenses installations industrielles situées à découvert sur la côte, ce qui accroît leur vulnérabilité. L'Iran, cependant, a mis en place ce que ses dirigeants appellent une économie de résistance. Des décennies d'isolement ont forcé le pays à s'adapter aux difficultés,
Ses infrastructures sont moins centralisées et sa population est habituée au rationnement et à la volatilité économique. Dans une guerre d'usure, l'Iran est mieux préparé à encaisser les dégâts que les économies interconnectées des États du Golfe. Ce déséquilibre explique pourquoi les nations arabes ont poussé aussi agressivement les États-Unis à maintenir une présence navale massive dans la région. Ils ont besoin de la 5e flotte américaine pour garantir la sécurité du détroit. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'assurer seuls, face à l'avantage géographique dont dispose l'Iran. Mais si le détroit d'Ormuz représente la menace conventionnelle, le programme nucléaire est la menace existentielle. C'est cette question qui fait passer le conflit d'une guerre froide régionale à une crise mondiale potentielle. Pendant des années, l'Iran a insisté sur le fait que son programme nucléaire était entièrement pacifique, destiné à l'énergie et à la recherche médicale. Les États arabes et la plupart des agences de renseignement occidentales n'y croient pas. Ils se réfèrent aux chiffres. C'est pourquoi les capitales du Golfe paniquent à 60%. L'enrichissement n'est pas une énergie, mais un compte à rebours. Les estimations du temps nécessaire à l'Iran pour obtenir suffisamment de matière fissile pour une seule arme nucléaire se comptent désormais en semaines, et non plus en années. Alors, que se passe-t-il si l'Iran franchit le seuil ? Si l'Iran acquiert une arme nucléaire, le calcul stratégique du Moyen-Orient change de façon permanente. Un Iran doté de l'arme nucléaire serait à l'abri d'une invasion. Cela garantirait la survie du régime révolutionnaire indéfiniment. Tout comme les armes nucléaires ont préservé le régime en Corée du Nord, cela permettrait à l'Iran de soutenir ses relais au Yémen, au Liban et en Irak en toute impunité. Et pour l'Arabie Saoudite, c'est une ligne rouge. La direction saoudienne a explicitement déclaré que si l'Iran acquiert une arme nucléaire, le royaume en acquérera une également. Cela soulève la perspective terrifiante d'une course aux armements nucléaires dans la région la plus instable de la planète. Des rapports de renseignement indiquent que Riyad a des plans d'urgence pour acquérir rapidement des capacités nucléaires via ses alliés. Le Pakistan est un allié sunnite doté de l'arme nucléaire, dont le programme a été en partie financé par les Saoudiens il y a des décennies. C'est une garantie nucléaire, payée en pétrole et en argent liquide. Imaginez un face-à-face dans le Golfe Persique, similaire à la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais avec des différences cruciales. Durant la guerre froide, des téléphones rouges et des canaux diplomatiques secrets servaient à éviter toute escalade accidentelle. Entre Riyad et Téhéran, il n'y a pratiquement aucune confiance et très peu de communication directe. Le temps de vol d'un missile de l'Iran vers Riyad est inférieur à 5 minutes. En cas de crise, les dirigeants n'auraient quasiment pas le temps de vérifier une menace avant de décider s'ils doivent lancer une contre-attaque. Alors, où cela s'arrête-t-il ? Le statu quo est violent et instable, mais il tient depuis près d'un demi-siècle. Le Moyen-Orient dérive des guerres par procuration vers un mélange bien plus volatile de troubles internes, de chantage nucléaire et d'escalade régionale. Le premier point de pression se trouve à l'intérieur même de l'Iran. De nombreux États arabes misent discrètement non pas sur la guerre, mais sur un changement de régime. Les manifestations qui ont balayé l'Iran en 2022 et 2023 ont révélé une profonde fracture au sein de la République islamique. Une jeune génération, née bien après la révolution de 1979, n'a aucun attachement à l'idéologie de l'État. Ils sont fatigués par la corruption, l'application stricte de la religion, et de voir la richesse nationale partir vers les milices au Liban et au Yémen. Tout cela pendant que l'inflation efface leurs économies. Les réseaux médiatiques arabes et les réseaux sociaux espèrent que les troubles internes réduiront la capacité de Téhéran à agir régionalement, mais cette approche comporte des risques. Un régime blessé est un régime dangereux. Si la direction à Téhéran sent que son pouvoir vacille, elle pourrait décider qu'un conflit extérieur est le seul moyen d'unir le pays. La deuxième possibilité semblait autrefois impensable. En mars 2023, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques, avec Pékin plutôt que Washington comme médiateur. Les ambassades ont rouvert, le ton s'est adouci, mais peu de gens considèrent cela comme la paix. C'est plutôt une pause. L'Arabie Saoudite connaît une transformation économique. La vision 2030 investit des milliards dans des projets comme Neom et l'organisation de grands événements sportifs. Mais on ne peut pas attirer de touristes si des missiles volent au-dessus. L'Iran, quant à lui, étouffe sous les sanctions et a besoin du commerce régional pour survivre. Les deux parties gagnent du temps, sans pour autant abandonner leur stratégie. Les réseaux de groupes par procuration, les discours sectaires et les centrifugeuses nucléaires demeurent.
Ce qui laisse la troisième option, et la plus probable, une guerre froide structurelle qui ne se termine jamais vraiment. L'hostilité envers l'Iran ne concerne pas seulement la confession ou l'ethnie, c'est une question d'intention. Les monarchies arabes sont des puissances du statu quo. Elles veulent des frontières stables, des voies maritimes ouvertes, et que la carte reste intacte. L'Iran est une puissance révolutionnaire. Il veut redessiner la carte et établir un nouvel ordre, avec Téhéran en son centre. Tant que cette conviction perdure, et tant que l'énergie mondiale transite par un étroit bras de mer, la rivalité continuera d'exister, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Une seule erreur de calcul dans le détroit, une frappe impossible à nier, et toute la région peut s'embraser. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte beaucoup. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.